Lors de l'excellent combat entre la montagne et la vipère, mon cœur soutenait de toutes ses forces la vipère. Quelle horreur. Alors là, je te pose la question, que fait la police là? Où sont les gilets jaunes hein? Oui, non mais j'ai toujours eu une chance née moi dans la vie. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ce tout nouvel instant Game of Thrones. Un instant Game of Thrones particulièrement jovial puisqu'on va parler du bout en train des familles Joffrey Baratheon. Et pas que quand même, hein, vous inquiétez pas. Parce que vous le savez, en général, mes instants Game of Thrones regroupent un élément marquant de la saison que je viens de regarder. Et cette saison 4 pour moi était si bonne que je ne pouvais pas passer à côté de 3 éléments qui se regroupent autour d'un seul. La question est donc de savoir s'il y a eu, oui ou non, une Lannister dépendance au sein de cette saison 4. Quand j'ai entamé la série, on m'a rapidement donné 2 indications. Ne t'attache pas au personnage et ne te déclare surtout pas admiratif de certains. Vous l'aurez compris, on commence donc par Joffrey Baratheon, l'enfant le plus Nord-Pas-de-Calais de l'histoire de la télévision. Arrogant, prétentieux et d'un manque absolu de tout ce qu'il faut être pour être un bon roi, sa mort fut sûrement la délivrance de nombreux spectateurs, moi le premier. Pourtant, au fil des saisons, était-il possible d'aimer le fils Lannister? Véritable bout en train capable d'animer vos soirées, vos mariages et vos bar mitzvahs à coups de malaise et de décisions cruelles. Eh bah peut-être bien. Fine vintage. Il est clair que Joffrey demeure bien plus intéressant qu'il n'y paraît et ce dans un registre assez improbable, son manque total de nuances. Vous serez d'accord et ce 4e opus le montre bien, les personnages les plus pertinents sont souvent ceux ayant subi des traumatismes ou évoluant dans la nature lente de la série avec le spectateur. Cela étant, c'est cette non-évolution parfaite qui fut de Joffrey un être complexe, écœurant mais indispensable. En étant objectif, l'héritier Baratheon n'évolua pas, ne s'accordant aucune remise en question et profitant de son statut pour mépriser les plus faibles. Pourtant, l'atout principal de Game of Thrones fut toujours cette sensation étrange de n'avoir ni gentil ni méchant au sein de son récit. Robb, par exemple, avait beau être le digne héritier des Stark, bon et aimant envers les autres, il fut nuancé dans son mariage secret avec sa compagne, provoquant la mort de ses troupes et trahissant sa parole vis-à-vis d'Argus Rusar. Aussi froid et sans affection fut-il, Tywin souhaitait tout de même voir en Tommen un roi bon et juste, jouant sur des valeurs familiales tout à fait légitimes. Même chez Cersei, dont le rôle se veut surtout celui d'une femme vénale, calculatrice et odieuse, l'amour irréfutable qu'elle place pour ses enfants prône ce semblant de nuance. Et alors nuance proche du zéro donc pour un Joffrey salopard de bout en bout et qui n'aura eu cesse que d'apporter douleur et malaise au récit. C'est là que le génie Jack Gleeson entre en jeu, car il faut un vrai talent d'acteur pour réussir à capter cette aisance d'aller si loin dans le vice et dans l'arrogance, le tout en la rendant aussi facile à jouer. Avec sa mort, aussi rapide fut-elle, nous voyons disparaître le seul homme qui fut capable d'être horriblement détesté. Personnage culte car d'une facilité déconcertante pour la folie, le tout souvent mis en scène non pas par ses actions, mais par les réactions de ses proches. Le mariage dévoilant d'ailleurs Joffrey dans toute sa splendeur, arrogant et gênant. Une gêne quasi parfaite car elle nous vise nous, spectateurs, et nous fait d'emblée prendre parti pour le camp opposé. Une mort lente, inattendue, surtout dès le 2e épisode, symbole que les Lannister seront bien au centre de toute la saison, se jouant une fois de plus des scénarios autour d'eux. Sans doute plus proche de l'opinion commune, le procès de Tyrion fut l'un de mes moments clés de cette saison 4. Je vous le cache pas, autant dans sa mise en scène, lente pour impliquer émotionnellement son spectateur, que dans l'énorme performance de Peter Dinklage, cette scène fut l'une des plus marquantes de mon aventure actuelle Game of Thrones. I should have let Stannis kill you all. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. Dans une éloquence qui lui est propre, à ceci près que nous le découvrons pour la première fois sans un soupçon d'espoir, Tyrion assomme la caméra à chacune de ses apparitions. D'ordinaire en position de force, la nuance si chère au bébé d'HBO nous le dévoile cette fois face à une horde de vautours souhaitant le voir disparaître. Et c'est bien dos au mur plongé au cœur de ce fameux jeu de trône que le spectateur prend conscience d'une chose, sa dépendance face au charisme d'Inklage. Oui, Tyrion nous emporte à la moindre phrase prononcée, la mise en place du tribunal étant d'ailleurs gorgée d'une multitude de détails, comme la présence des témoins sur la droite de l'écran et des jurés, une place forte en symbolique puisque les vrais tribunaux font lever la main droite aux témoins avant de jurer vérité à leur audience. You swear by all the gods that your testimony will be true and honest?
I swear it. Portés par de mauvais jugements, comme le retour de Shae, les mensonges arriveront alors du seul endroit où ils ne doivent pas provenir. Les personnages honnêtes et justes, comme Jamie par exemple, se voyant loin de l'action, laissés en dehors du cadre comme si la vérité et l'amour n'y avaient plus leur place. Et puisqu'on parle d'amour, Shae, c'est le message typique de l'amour déchu, celui tellement empli de haine qu'il se force à mentir. Au-delà de cette surprise et de la réaction du nain, on devine aussi les faiblesses d'une famille brisée intérieurement, où Tyrion accepte enfin l'idée de ne plus avoir rien d'un Lannister. Une scène provoquant la continuité directe du récit et un aspect typique à ces notions de drame gréco-romain. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Les plus curieux n'échapperont alors pas à une allusion forte. Si les Lannister sont réputés pour l'or, la vision d'un Tywin tué sur le trône, bon, c'est celui des chiottes cette fois, mais quand même, peut se voir en lien direct avec une légende, celle que les Lannister pouvaient déféquer de l'or. La main du roi, seigneur des terres, se voit donc mourir dans un sentiment paradoxal, là où les gens le narraient. Il est donc clair que la Tyrion dépendance s'accentue, son évolution étant à double sens, un crève-cœur pour l'homme ayant tout perdu, là où il deviendra pourtant le plus intéressant, quand son éloquence disparaîtra au profit d'une sagesse et d'une douleur nouvelle. Oh, son of mine. I am your son. I have always been your son. Vous remarquerez d'ailleurs qu'ici, je me consacre essentiellement sur Tyrion et non pas sur Tywin, puisque j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de saison 2, notamment sur la classe et le charisme énorme et vraiment naturel de Charles Dance, qui en faisait mon personnage préféré de la série. Un personnage préféré de la série qui est mort sur la lunette des Water. Et quand on parle de Lannister dépendance, ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler du plus élégant des sosies de James Ford dans Lost, Jaime Lannister. Doesn't have to be this way. Yeah, it does. Nous assistons au véritable face turn de cette saison 4. Car si je vous parlais d'évolution un peu plus tôt, nous sommes peut-être ici dans la plus humaine de toutes. Quand la caméra profitait de notre attachement au Stark au début de notre aventure pour amplifier l'arrogance de Jaime, son duo avec Brienne marqua une forme de rédemption pour le membre de la garde royale. Amputé et fort de plusieurs épreuves, cette saison dévoila enfin pleinement son amour pour la famille, sa loyauté et ses prises de décision bien plus prenantes et nuancées. One-handed man with no family needs all the help he can get. Alors que cela semblait impossible à concevoir quelques épisodes plus tôt, ce changement se dessine comme l'un des plus complexes pour un personnage devant repartir de zéro, mais aussi l'une des plus riches. Qui aurait pu imaginer le voir se dresser contre les décisions de son amante, de son père, lui qui était sa fierté, ou prendre la défense de son frère, Tyrion, quitte à risquer sa vie pour le sauver. Au fil des épisodes, Jaime n'a plus aucun doute sur la marche à suivre, et se dévoile littéralement à la caméra, toujours à travers des scènes ou des situations où on ne l'attend pas. Évidemment, le Jaime de la première saison était tout aussi attaché à ses valeurs, je suis d'accord, mais la caméra et le scénario ne lui laissaient pas l'opportunité de s'exprimer. Un tournant donc radical, d'autant plus qu'il sublime maintenant une grande partie des acteurs ayant la chance de jouer avec lui. Grâce à ses duos avec Cersei, Tyrion ou même Bronn, il est d'autant plus simple d'amener une grande tendresse à un protagoniste que le scénario avait déjà bien mis en place. Une situation que le spectateur prend en compte et que j'ai véritablement hâte de revoir dans la saison suivante. Farewell, little brother. Voilà donc 3 analyses autour de Joffrey, Tyrion et Jaime au sein de cette saison 4. 3 analyses qui regroupent finalement cette Lannister dépendance. Et pourquoi? Parce qu'à mes yeux, et encore une fois c'est très subjectif, il n'y a rien qui m'a plus intéressé que les Lannister dans cette saison 4. Ce sont même les Lannister qui pour moi font de cette saison 4 la meilleure que j'ai eu l'occasion de regarder jusque-là. Parce qu'en étant tout à fait franc avec vous, c'est pas vraiment les aventures de Bran qui m'ont intéressé. Les aventures de Sansa, tu mets de côté le fait qu'elle est belle et éventuellement son duo avec Lord Baelish, et il n'y a rien de fou non plus là-dedans. Alors je serais d'accord avec vous, oui, la grande bataille du mur entre Jon Snow et les Sauvageons au 9e épisode est véritablement géniale. Mais la Lannister dépendance est là, parce que ce sont ceux que j'ai le plus envie de retrouver dans la saison 5, ce sont eux qui ont fait graviter la série autour de leurs événements, et qui ont même apporté de nouveaux personnages au cœur de l'intrigue, comme ce fut le cas pour la Vipère. Donc est-ce que pour vous aussi il y avait bien une Lannister dépendance? Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre point de vue, un point de vue que je recueillerai avec saillance en ce 19 janvier, et qui dit 19 janvier dit hier 18 janvier, sortie officielle de...